La lumière, c'est bon. Vous m'entendez? Je peux pas entendre votre réponse, hein. Je pars du principe que vous m'entendez. Donc, nous allons continuer la playlist L'école du caractère. Je vais continuer à vous former en la matière. Et aujourd'hui, nous allons parler de culture française, de l'importance de se cultiver. Je m'explique. Un juriste, comme tout à chacun, ne se construit pas seulement avec des codes. Le code Napoléon, certes, mais pas que. Il se construit avec une civilisation et donc avec un bagage culturel qu'il lui faut acquérir. Ça ne tombe pas du ciel. Alors, certains vont être privilégiés dans le sens où, dans leur éducation et dès le plus jeune âge, on va leur apprendre à lire, à fréquenter des musées, des bibliothèques, etc. D'autres non. Peu importe d'où vous venez, même si ici ce n'est pas le grand McDonald's de France, c'est-à-dire que vous venez comme vous êtes si vous le voulez, mais vous ne restez pas comme vous êtes. C'est le but de la chaîne, je vous le rappelle. C'est de vous former, de faire de vous des juristes d'exception, des juristes qui se démarquent. Donc, dans ce podcast, on va voir premièrement l'importance de lire des œuvres, attention, qui forment l'esprit. Pas de lire les 4 accords Toltec ou les 5 blessures de l'âme. Le but, c'est de lire pour enrichir votre vocabulaire. C'est pourquoi il faut lire des livres qui sont subséquemment riches dans leur vocabulaire. Il faut également que ces livres puissent vous apporter, ou plutôt développer, votre capacité de raisonnement. Donc enrichir son vocabulaire, développer sa capacité de raisonnement, comprendre aussi la nature humaine, car il est crucial pour pouvoir bien réussir de comprendre le fonctionnement de l'être humain. D'apprendre également à argumenter, c'est le but de lire. D'ailleurs, la lecture nourrit l'écriture et vice-versa, l'écriture nourrit la lecture. Tout est interlié. C'est pourquoi j'ai mis en place l'école du caractère, car au-delà des connaissances qu'il faut certes acquérir, il faut aussi forger jour après jour votre caractère. Et lire vous permet aussi d'exercer un meilleur jugement. Donc on parlera de ça et je vous recommanderai 5 lectures de livres que j'ai récemment lus qui m'ont beaucoup apporté. Libre à vous ensuite de les lire ou non. Nous verrons dans un deuxième temps l'importance de s'approprier, c'est le cas de le dire, de s'approprier le patrimoine français. Nous avons la chance énorme de vivre dans l'un des plus beaux pays du monde, voire je dirais le plus beau pays du monde. D'où l'importance de s'approprier l'histoire de ce pays. Je ne sais pas si vous le savez pour les non-juristes qui m'écoutent, car je sais qu'il y a des non-juristes qui suivent cette chaîne. À l'université de droit, nous avons des cours d'histoire du droit, d'histoire des idées politiques, des cours de théorie du droit, appelés aussi cours de philosophie du droit. On n'est pas cantonné sur du droit privé pur, c'est plus large. Pourquoi? Parce que c'est à nouveau interlié. Connaître l'histoire, notamment l'histoire du droit, des idées politiques, permet de mieux comprendre la construction du droit. Connaître les grands philosophes et l'histoire aussi de la philosophie permet aussi de mieux comprendre le droit. D'ailleurs, mon maître à l'université de droit où
où j'ai étudié était et toujours un professeur agrégé de droit et de philosophie. Et contrairement à ce qu'on peut penser en première année, les deux sont vraiment interliés et ces cours étaient passionnants. Il a réussi à rendre le droit administratif passionnant. Et pour ceux qui savent de quoi je parle, ce n'est pas donné à tout le monde. Donc s'approprier le patrimoine français, comment? Parce que ici, ce qui compte, c'est le concret. Alors déjà, en fréquentant des musées, on va parler des musées, des grands monuments, des cathédrales. J'ai la chance énorme de vivre dans une ville où il y a pléthore d'églises magnifiques. D'ailleurs, j'ai pensé à en faire un petit reportage pour vous. Idée que je pose sur la table, on verra si cela est possible car je travaille à côté et j'ai d'autres obligations. Mais aussi visiter le palais de justice de votre ville, tout ce qui est en rapport avec le droit, les bibliothèques, assister à des conférences, ne pas se limiter à vos simples cours de CM, assister à des conférences, des expositions. Ensuite, nous verrons comment nourrir son langage et en quoi cela est très important pour vous démarquer également. La langue est l'outil premier du juriste, vous n'êtes pas sans le savoir. Sa plume aussi. Commençons par le langage. Enfin, nous terminerons ce podcast avec comment cultiver son caractère. C'est vraiment la pierre angulaire de cette playlist L'école du caractère. Car mon but ici, et je vous l'ai dit dès la vidéo de lancement, c'est de vous former pour que vous vous démarquiez et de former non pas seulement des bons juristes, mais des juristes cultivés, disciplinés et capables de penser par eux-mêmes. Pour que vous soyez, vous, là, capables de penser par vous-même. Comment fait-on? Pour avoir une pensée riche, il faut avoir un vocabulaire riche. Tout est interlié, encore une fois. Ce pourquoi j'insiste sur l'école du caractère qui, pour moi, est un corollaire indispensable de ce que vous devez apprendre de façon académique. Donc nous verrons, d'ailleurs mon premier e-book est encore en vente pour ceux que ça intéresse, je mettrai le lien en description et il parle de comment et pourquoi il est important de se forger un caractère en sus d'acquérir les informations académiques, juridiques nécessaires. Parce que le caractère et la culture, ce sont des choses qui se construisent jour après jour. Rome n'est pas né du jour au lendemain. C'est pareil pour vous. On passe sans plus tarder au contenu en version podcast, car encore une fois, mon image est inutile. Concentrez-vous sur le contenu. Prenez des notes. Bonne écoute et bon travail. Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, mon propos est de vous dire, de vous faire comprendre, de vous démontrer qu'un juriste qui ne connaît que les règles de droit, le droit positif, le droit en vigueur, est incomplet. Dans la même veine, de façon plus globale, peu importe votre domaine d'expertise, si vous restez cantonné à ce domaine d'expertise, si vous ne connaissez que cette matière, vous êtes un individu incomplet. Nous héritons tous, vous héritez tous d'une langue, d'une histoire, d'une littérature, d'une civilisation, etc. Et c'est de cet héritage dont nous sommes, dont vous êtes le fruit. Et donc, c'est de cet héritage dont votre jugement est le fruit, mais aussi le droit. Ainsi résonne une ancienne devise dans ce podcast, sur laquelle je reviendrai en conclusion. Fais ce que tu dois et advienne que pourra. Donc vous l'aurez compris, un juriste qui ne se nourrit que de droit finit certes par raisonner juste, mais tout en pensant étroit.
Or, mon but ici, ce n'est pas de former un juriste capable de valider son année. Non. Mon but ici, c'est de façonner un juriste excellent. Excellent, pourquoi ? Parce qu'il va se différencier des autres. Mon but, c'est que vous fassiez la différence. Ce podcast s'inscrit dans cet objectif. Mes e-books s'inscrivent dans ces objectifs. Cette playlist, l'école du caractère, s'inscrit dans cet objectif. Ce podcast, c'est pour vous rappeler l'art, parce qu'on peut appeler ça un art, de cultiver votre culture, de cultiver tout ce qui entoure le droit. Car en vous cultivant sur tout ce qui entoure le droit, en passant par la littérature, l'histoire, l'art, le patrimoine, les savoir-faire, ça va rejaillir sur le cœur, soit le droit. Vous comprenez ? Donc mon but ici est de vous faire prendre conscience de l'importance de tout ce qui vous entoure et déguiser votre curiosité. Parce que, ne vous y trompez pas, tout ce que vous apprenez aujourd'hui, tout ce qui élève votre esprit, finira un jour ou l'autre par enrichir votre façon de voir le monde, votre façon de comprendre, votre façon d'argumenter, et donc votre façon d'être un juriste. Et donc vous ferez la différence. Pour commencer, allons droit au but, je vous donne les lectures que je recommande en préambule dans la vidéo, tout en vous expliquant brièvement ce que ça peut vous apporter. Premier ouvrage, Vauban de Anne Blanchard. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Vauban, il s'agit de Sébastien le Prestre de Vauban, ingénieur militaire de Louis XIV. Anne Blanchard propose ici une biographie de celui-ci, qui fut connu pour ses fortifications en tant qu'ingénieur, administrateur, réformateur. Il réfléchissait notamment aux questions fiscales et économiques du royaume, notamment avec son projet de dîme royale. Alors, ce que cela apporte concrètement aux juristes que vous êtes. Premièrement, cela va vous faire comprendre que la connaissance doit servir quoi ? L'action. Vauban, ici, représente vraiment cette idée très importante. La connaissance sert l'action. Or, un juriste performant ne doit pas seulement connaître les règles de droit, il doit savoir les utiliser, il doit savoir s'en servir pour passer à l'action, pour défendre son client. Cet ouvrage va aussi vous permettre de développer une vision transversale, car Vauban ne sépare pas la technique de la politique de l'économie ou encore l'économie de la stratégie. Or, c'est exactement l'état d'esprit du juriste qui va se différencier demain. Enfin, cet ouvrage vous fait prendre conscience de l'importance de la valeur du travail long, de voir sur du long terme, car Vauban est une figure de la discipline. Ensuite, deuxième ouvrage que je vous recommande, de Gustave Thibon, Parodie et mirage ou la décadence d'un monde chrétien. Alors, Gustave Thibon, c'est un philosophe français autodidacte, connu pour sa réflexion sur la civilisation, la liberté, la vérité et la vie intérieure. Et dans cet ouvrage, il analyse ce qu'il considère comme un phénomène de perte de sens. On le voit tous autour de nous, Une société qui conserve, certes, un certain vocabulaire, des mots, des institutions, ou du moins les apparences d'un héritage, mais qui peut perdre progressivement ce qui donnait de la profondeur. Et c'est d'ailleurs le terme parodie qui renvoie à cette idée, c'est-à-dire une imitation qui garde la forme, l'apparence, mais qui perd l'essentiel, la profondeur, le sens. Qu'est-ce que cela va vous apporter à vous en tant que juriste ? À distinguer la forme du fond. Or, c'est une compétence fondamentale en droit. Ensuite, vous faire développer un esprit critique, car le juriste n'est pas seulement quelqu'un qui applique une règle, je le répète, car enseigner c'est répéter et répéter c'est enseigner. Vous devez être capable de questionner les intentions, les conséquences, les incohérences. Et enfin, cet ouvrage peut vous permettre d'acquérir une profondeur philosophique. Or, le droit pose toujours des questions fondamentales telles que qu'est-ce que la justice ? Qu'est-ce qu'une norme légitime ? Quelle place donner à la liberté ?
et Thibon nourrit cette dimension. Ensuite, troisième ouvrage que je vous recommande, d'Abraham Joshua Heschel, qui s'intitule « Dieu en quête de l'homme ». Alors là, vous l'aurez compris, l'ouvrage réfléchit au rapport entre l'homme, la transcendance, la conscience, la quête de sens. Alors tout d'abord, pour revenir à l'auteur Abraham Joshua Heschel, c'est un grand penseur juif du XXe siècle. Et concrètement, dans cet ouvrage, il insiste sur l'idée que l'être humain ne se réduit pas à une simple existence matérielle ou technique. Et pour vous, en tant que juriste, cela peut vous apporter une conscience éthique. Vous le savez, le droit n'est pas seulement une mécanique, il implique des choix. Or, comme je vous l'ai dit, les grands professionnels ont souvent une colonne vertébrale intérieure forte. Et nous en avons tant besoin. Je vous l'ai dit dans mon podcast de lancement de la nouvelle ligne éditoriale, nous sommes à un moment où, regardez autour de vous, nous avons des troupeaux de limaces. Dans le sens où il y a un manque de colonne vertébrale. Un manque de courage, certes physique, mais davantage un manque de courage intellectuel et moral. Un manque de profondeur, la culture du vide, la culture de la médiocrité. Et lorsqu'on dit médiocrité, ça ne veut pas dire être tout en bas de l'échelle. La médiocrité, c'est la moyenne. Se contenter de la moyenne. Et c'est en sortant de cette culture du vide, de cette culture de la médiocratie, que vous allez acquérir une colonne vertébrale intérieure forte et vous démarquer. Je ferme la parenthèse. Donc cet ouvrage vous permettra également de comprendre les grandes traditions intellectuelles, car la pensée juridique occidentale s'est construite au contact de réflexions philosophiques. Vous le verrez pour les premières années en introduction au droit ou en histoire du droit. Ensuite, ouvrage suivant, L'ami américain d'Eric Branca. Alors, il s'agit d'un essai historique consacré, vous l'aurez compris au titre, aux relations franco-américaines et aux rapports de puissance. Qu'est-ce que ça peut vous apporter, à vous, juristes ? 1. De comprendre les rapports de force. Or, dans les affaires, le droit n'est jamais séparé de l'économie, de la politique, des intérêts stratégiques. 2. Cela va vous apprendre une certaine culture internationale. Or, le juriste moderne, selon moi, doit comprendre son environnement géopolitique. Ensuite, ouvrage suivant, là qui est davantage connu des juristes. Si vous ne l'avez pas lu, je vous conseille vivement de le lire et de s'intéresser à l'auteur qui est passionnant, de la démocratie en Amérique, de Alexis de Tocqueville. Alors là, on quitte le roman pour l'analyse politique, pour apprendre à penser les institutions. Et pour un juriste, cet ouvrage est extrêmement formateur. Je n'en dis pas plus, mais vous pourrez retrouver les thèmes tels que l'État, la liberté, les institutions, la démocratie, etc. Enfin, c'est loin d'être le dernier de ma liste par ordre de préférence, Le vieil homme et la mer d'Ernest Hemingway. Magnifique. Court et magnifique. C'est l'histoire d'un vieux pêcheur qui n'a pas pris de poisson depuis longtemps, depuis 84 jours de mémoire. Et malgré son âge, la fatigue, la solitude, les échecs accumulés, il repart, seul en mer. Et il finit par, un jour, accrocher un gigantesque marlin. Et donc, dans ce livre, commence une lutte épuisante entre l'homme et le poisson, puis entre l'homme et des forces qui le dépassent. Mais surtout, ce dont ce livre traite, c'est de la dignité face à l'épreuve. Et c'est un thème qui me parle beaucoup, qui m'est cher, de par mon vécu. Et comme je vous l'ai dit dans la nouvelle ligne éditoriale de la chaîne, je vais vous parler de mon vécu, on y viendra. Car je souhaite que mon vécu puisse aussi vous servir. Tout ici doit vous servir, sans rentrer, bien sûr, dans la vie privée de tout un chacun. Ce livre magnifique que je vous recommande montre à quel point la dignité, la persévérance face à l'épreuve change tout.
Santiago n'est pas un héros parce qu'il gagne facilement, il est un héros parce qu'il continue à agir selon ce qu'il considère juste. Vous comprenez ? Et même quand personne ne le regarde. Et donc, Santiago incarne une forme de noblesse intérieure, à laquelle je suis très attachée également, soit la maîtrise de soi-même, la discipline, la persévérance, l'acceptation de l'effort, loin du confort de la société actuelle, mais aussi le refus de se définir par l'échec. Alors là, je crois que je n'ai pas besoin de vous dire en quoi cela va vous apporter quelque chose en tant que juriste. D'ailleurs, une phrase célèbre du roman résume cette idée, je vous la donne parce qu'elle est magnifique. Un homme peut être détruit mais pas vaincu. Écrivez-la. Écrivez-la, hop, fond d'écran de votre iPhone. En anglais, a man can be destroyed but not defeated. Et c'est une distinction très forte. Parce que être détruit, c'est subir une perte, et c'est extérieur. Être vaincu, c'est abandonner intérieurement. Et pour ceux qui ont vécu des épreuves, vous allez comprendre instinctivement. Donc pour vous, je trouve le parallèle très intéressant parce que la profession de juriste demande précisément cette capacité à tenir dans la durée, à défendre une position, à travailler même quand les résultats tardent, ou quand vous avez raté vos premiers partiels, à ne pas confondre un revers, un échec avec une défaite personnelle. Vraiment, livre magnifique. Enfin, je vous recommanderais de vous familiariser doucement avec Nietzsche. D'abord, vous familiariser parce que c'est plus compliqué à lire. Je vous conseille pour ça, sur YouTube, vous avez des conférences de Julien Rochdy qui sont très intéressantes sur Nietzsche. Vous pouvez en trouver ailleurs des petits résumés aussi en version livre papier. D'ailleurs, c'est Nietzsche qui a accouché de la célèbre citation que j'aime beaucoup. Il faut porter encore en soi un chaos pour pouvoir mettre au monde une étoile dansante. Magnifique. L'idée est magnifique et elle est beaucoup plus profonde que simplement après la tempête vient le beau temps qu'on peut voir en story Instagram. Hein. Parce que là, Nietzsche, ce qu'il dit en substance, c'est que la création, la transformation nécessite une tension intérieure. Le chaos, ici, c'est pas seulement le désordre extérieur, c'est nos propres contradictions, nos propres doutes, nos propres combats intérieurs. Mais ce chaos contient aussi une énergie créatrice et l'étoile, ici, représente quelque chose de supérieur qui peut naître de cette matière brute. Une pensée plus haute, une œuvre, une personnalité plus forte qui va se démarquer, ça peut être votre cas, une nouvelle façon d'exister. Cela rejoint le fait qu'il peut y avoir des périodes de doute, ce qui arrive à tout juriste, des périodes d'incertitude professionnelle, personnelle, mais l'enjeu n'est pas simplement de retrouver son ancien soi, mais plutôt de transformer cette période de doute en quelque chose de plus construit, d'en ressortir grandi. Et d'ailleurs, ça résonne avec ce que je vous ai dit en introduction. Fais ce que tu dois et advienne que pourra. Nietzsche pourrait presque y ajouter transforme le chaos que tu portes en une étoile. Voilà pour les livres que je vous recommande. Partie 2, je vous ai dit qu'on parlerait de l'importance de s'approprier le patrimoine français. Nous vivons en France. Nous avons la chance et l'honneur d'être français. La culture juridique française ne naît pas de nulle part. Je vous l'ai dit dès le départ. Elle est le fruit d'une histoire, d'une langue, d'institutions, de civilisation. Alors qu'attendez-vous pour vous approprier le patrimoine de votre magnifique pays ? Ça peut être, comme je l'ai dit en préambule, de visiter les lieux qui racontent notre histoire, comme les musées,
qui nous permettent de comprendre les représentations d'une époque. L'art, qui n'est pas seulement esthétique. Une œuvre raconte une vision de l'homme, une organisation sociale, un rapport au pouvoir, une conception du beau et du vrai. Par exemple, pour ceux qui sont à Paris, au Louvre, on ne va pas seulement voir des tableaux célèbres, mais on vient pour comprendre les grandes civilisations, la naissance des États, les symboles du pouvoir. Le musée d'Orsay, également, pour comprendre les transformations de la société au XIXe siècle. C'est d'ailleurs une période essentielle pour comprendre la naissance de notre droit économique moderne. Mais aussi, je vous encourage à découvrir les monuments comme des témoins historiques. Le meilleur exemple est les cathédrales. Les cathédrales témoignent de quoi? D'une maîtrise technique exceptionnelle, d'une organisation collective, d'un rapport au temps long. Donc, sans rentrer dans l'approche religieuse qui existe. On peut voir que les cathédrales montrent également une civilisation capable de construire des œuvres qui dépassent plusieurs générations. Et là aussi, faisons le parallèle avec le droit, c'est intéressant. Le droit est une construction lente sur le long terme. Il est le résultat d'un empilement de générations et d'expériences. Ensuite, comme pour tout juriste, en particulier les premières années, je vous conseillerais d'aller voir les palais de justice. Le palais de justice historique de Paris, l'ancien palais de justice pour ceux qui habitent à Paris. Et enfin, de fréquenter des lieux de transmission intellectuelle. On pense tout de suite aux bibliothèques, mais pas que, vous avez également les librairies indépendantes. Une personne cultivée ne consomme pas uniquement du contenu, elle choisit ce qu'elle laisse entrer dans son esprit. Donc choisissez ce que vous laissez entrer dans votre esprit. Et enfin, en tant qu'étudiant, la porte est grande ouverte aux conférences universitaires, aux colloques, aux expositions temporaires, aux rencontres littéraires. Vous pouvez également aller à des cours, les cours sont publics. Quand j'étais à votre place, j'allais au cours de sciences politiques. Et d'ailleurs, je ne dirai pas le nom du professeur, mais celui qui dispensait les cours de gestion de crise en sciences politiques à l'époque où j'étais à l'université était magistral. C'était vraiment des masterclass, comme on dit maintenant. Donc je vous le recommande également. Enfin, je vous recommanderais de voyager. Attention, je termine ma phrase. De voyager en France. Oui, voyager en France. Alors, je sais que c'est à la mode de dire que il faut faire le tour du monde. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Mais je vous dis d'abord, commencez par découvrir ou redécouvrir votre propre pays. Parfois même sa propre ville. J'en ai fait l'expérience. Découvrez les régions, les architectures, les traditions, les paysages, les histoires locales. Entre un Breton et un Corse ou un Savoyard, vous apercevrez rapidement que les architectures sont différentes, les paysages également, les traditions également, et même la langue. En conclusion de cette partie, je vous dirais que il est important pour vous de vous approprier le patrimoine de votre pays, la France. Pas pour chercher un prestige social, je vous l'ai déjà dit, mais pour apprendre à regarder le monde avec davantage de richesse et de profondeur. Car vous, le juriste que vous êtes, si vous êtes un juriste demain qui connaissez votre histoire, votre langue et votre civilisation, vous serez subséquemment un juriste qui possède une grille de lecture supplémentaire pour comprendre les enjeux auxquels vous serez confrontés. Ce qui vous permettra de vous différencier. On en revient au but de cette chaîne. Enfin, la culture française ne se limite pas aux livres et à fréquenter des lieux qui élèvent, même si cela est important. D'ailleurs, l'environnement est important. On finit toujours par ressembler à son environnement. Alors, ça peut paraître bateau et dev perso ce que je vous dis, mais c'est un phénomène bien connu en psychologie sociale. Nous adaptons constamment aux normes implicites des groupes et des espaces que nous fréquentons, et sans nous en rendre compte, qui plus est. D'ailleurs, je vous recommande vivement d'aller à vos cours de CM. Lorsque j'étais étudiante, certains collègues ne venaient pas à tous les cours, ils préféraient les réviser chez eux. Mais quel manque
Parce que écouter un professeur faire son cours magistral, c'est déjà écouter un professeur qui a du vocabulaire juridique, qui a des références. Et si vous avez la chance d'avoir des professeurs qui ont une grande éloquence, à force de les écouter, vous allez prendre leur vocabulaire, vous allez vous élever. Notre environnement joue. C'est la fameuse phrase « Nous sommes les 5 personnes que nous fréquentons le plus ». C'est pareil pour les lieux que nous fréquentons. On ne va pas se sentir de la même façon dans une bibliothèque avec le silence, un certain recueillement, avec des livres, des personnes qui étudient, que dans un lieu agité. Enfin, et j'y tiens, la beauté éduque le regard. C'est une idée très ancienne, déjà chez les Grecs. Puis après, chez de nombreux philosophes français, la fréquentation du beau transforme progressivement notre sensibilité. Ça veut dire que le beau s'éduque. Cela nous rend plus raffinés. Cela nous apprend à distinguer aussi, à savoir contempler, à savoir observer, plutôt qu'à simplement consommer. On est à l'ère de la consommation à outrance. On est tous transformés en machines à consommer et je m'inclus dedans. Et là, on rejoint l'environnement. Ce que vous consommez a un impact sur vous. Or, cette qualité du regard est précieuse. Un juriste passe sa vie à observer les détails. Il n'y a pas longtemps, je parlais avec un avocat du fait que le travail d'avocat est un travail d'orfèvre. Parce qu'un avocat, un juriste, au sens large, celui qui étudie le droit, se doit d'être capable d'observer les détails. Ensuite, la langue, comme je vous l'ai dit en introduction, on va parler de l'importance de nourrir son langage. Pourquoi ? Parce qu'une langue riche permet une pensée riche. On entend souvent que la langue détermine la pensée. En réalité, la recherche est plus nuancée. Je vous renvoie aux travaux de linguistes, notamment aux travaux de Noam Chomsky, qui montre par ailleurs que la capacité de langage est une faculté profondément humaine, bien avant des structures communes. Mais on a également d'autres chercheurs, dans la lignée de par exemple Sapir, qui se sont interrogés sur l'influence des langues sur notre manière de percevoir le monde. La langue ne va pas seulement déterminer votre pensée, elle va influencer fortement la manière dont vous allez formuler et organiser vos idées. Or, pour un juriste, cette nuance est essentielle. Par exemple, vous savez qu'il y a une différence entre la nullité et la caducité. Vous voyez bien que, grâce à ce riche vocabulaire qui vous permet de faire la différence entre ces deux termes, vous disposez de nuances supplémentaires. C'est un simple exemple. Mais c'est pareil en dehors du droit. Or je m'adresse à des juristes. Et le droit est précisément une science avec pléthore de nuances. Enfin, il faut avoir en tête que les mots ne décrivent pas seulement le monde, ils agissent sur le monde. Je m'explique. Les mots créent la réalité. Je prends là aussi un exemple de juriste. Lorsque vous dites, voilà, vous êtes un maire dans la mairie X et vous dites à 2 futurs époux, je vous déclare mari et femme. Là, vous ne décrivez pas seulement un fait, vous créez une réalité. De la même façon que lorsqu'un juge prononce un divorce, il va créer une réalité. Ici, les mots ne constatent pas seulement un fait, mais ils produisent un effet juridique. Et c'est d'ailleurs ce que les philosophes du langage appellent les actes de langage performatifs. Ici, je vous renvoie à John Austin, c'est assez intéressant en la matière. Enfin, avoir une langue riche vous permet de mieux contrer la manipulation. Là, que vous soyez non-juriste ou juriste, il faut vraiment que vous ayez en tête que appauvrir notre vocabulaire nous rend plus manipulables. Et là, je vous renvoie par exemple à Orwell, vu que vous aimez les références.
Orwell, dans Politics and the English Language, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit qu'une langue dégradée produit souvent une pensée dégradée. Parce que lorsque les mots deviennent vagues, les raisonnements deviennent subséquemment vagues. Et vous devenez donc plus facilement manipulable. Parce que le choix des mots n'est jamais neutre. Regardez le paysage politique autour de vous, peu importe votre opinion politique, et tentez de regarder les choses de façon non émotionnelle et froide. Analyser de façon froide, ça vous rendra plus intelligent, plus pertinent et moins manipulable. Et vous verrez que chaque parti politique choisit des mots bien précis, pourtant parfois pour désigner la même chose. Faites un tableau, vous verrez, c'est très intéressant. Faites un tableau, je l'ai fait. Je ne vais pas vous le citer parce que voilà, il y a trop de sensibilité et d'émotions autour de la politique, surtout à moins d'un an des présidentielles. Mais je vous encourage à le faire. Prenez chaque parti politique qui existe en ce moment et pour la même chose, les mots qu'ils utilisent chacun, et vous verrez la différence. Et vous en ferez votre propre conclusion, mais encore une fois de façon froide. Les réseaux sociaux, les publicités, mais aussi les livres que nous lisons nous influencent. J'ai envie de dire, à force de fréquenter certains auteurs, vous allez finir par intégrer leur façon de raisonner. Nous devenons progressivement les conversations que nous entretenons avec les livres que nous lisons. J'en suis persuadée. Donc, nourrir sa langue ne consiste pas à paraître plus cultivé. Encore une fois, ici, j'insiste sur le fond, parce que c'est là où vous allez y gagner et c'est là où vous allez vous différencier de vos concurrents. Il s'agit de développer ici un instrument de pensée plus précis, plus nuancé, et donc avec davantage de liberté pour vous, surtout pour un juriste. Pour un juriste, la langue est bien plus qu'un simple moyen de communication. C'est l'outil qui va vous permettre d'analyser, de convaincre, d'interpréter, parfois même de plaider. Enfin, je vous rappellerai de cultiver votre caractère. En tant que juriste, de comprendre les racines du droit, parce que comme vous le savez, lorsque l'on sait d'où l'on vient, on sait plus facilement où l'on va. Et un grand juriste ne se contente pas de connaître le droit français, il va tout faire pour comprendre comment il s'est construit. Alors vous allez avoir des cours d'histoire du droit qui vont vous aider à cela, mais il faut bien avoir en tête que le droit français est une œuvre collective et non l'œuvre d'un seul homme ni d'une seule époque. Et il faut également comprendre que la construction du droit, c'est aussi comprendre sa logique. Les meilleurs juristes cherchent d'abord à comprendre pourquoi notre droit est organisé de telle ou telle manière. Par exemple, vous qui m'écoutez, pourquoi la propriété occupe-t-elle une place aussi importante en droit français ? Et enfin, le droit est le reflet d'une civilisation. Et lorsqu'on comprend les influences qui ont façonné notre système juridique, les règles actuelles cessent d'être arbitraires. Encore une fois, vous allez gagner en liberté. Donc, comprendre les racines de notre droit français, c'est aussi comprendre tout ce qui a façonné notre magnifique pays. Enfin, vous allez acquérir, grâce à tout cela, une profondeur intellectuelle qui fera la différence. Et c'est vraiment l'ADN de cette chaîne. Un étudiant qui récite par cœur son cours, c'est bien, mais ce n'est pas assez. Celui qui va comprendre les influences historiques, philosophiques, etc., qui ont conduit à son existence, aura beaucoup plus d'impact, sera capable de faire des liens, de nuancer. La culture juridique ne remplace jamais la technique, je vous l'ai dit en préambule. Elle lui donne de la profondeur. Parce que lorsqu'on commence des études de droit, on n'apprend pas seulement un métier. Vous entrez dans une tradition intellectuelle vieille de plusieurs siècles. Des générations avant vous, de juristes, de magistrats, d'avocats, de professeurs, de législateurs, etc., ont contribué à construire ce que vous étudiez aujourd'hui. Pourquoi pas vous ?
Prendre conscience de cette filiation change souvent votre manière d'aborder le droit. Car, vous l'aurez compris, les règles évolueront toute votre carrière. Certaines vont disparaître, d'autres seront créées. En revanche, comprendre comment le droit français s'est construit vous donnera une matière beaucoup plus durable, qui est quoi? Qui est une façon de raisonner. Donc pour conclure ce podcast en beauté, comme vous pouvez le voir, cette démarche de cultiver son esprit rejoint une idée qui traverse depuis des siècles notre culture, qui est celle d'une noblesse. Je ne parle pas ici de la noblesse de naissance, liée au statut, mais à la manière dont un individu se forme lui-même. Parce que l'éducation véritable, elle ne consiste pas seulement à accumuler des connaissances. Vous comprenez? Elle consiste à façonner votre jugement, à affiner votre sensibilité, à développer votre caractère. Oui, j'insiste sur ce point. Et à apprendre à regarder le monde avec un œil plus aiguisé. Et c'est dans cet esprit que résonne la devise dite en introduction « Fais ce que tu dois et advienne que pourra ». Cette phrase exprime une certaine idée de l'existence. Celle d'un homme, avec un grand H, qui connaît son devoir, qui accepte l'exigence du travail, qui cherche à s'élever continuellement. Et non pas pour dominer les autres, ça c'est pour les faibles, mais pour devenir digne, et notamment digne de ses propres ambitions. Parce que l'excellence, elle vient d'une construction patiente de soi-même. C'est pourquoi je vous encourage à lire Le vieil homme et la mer. Donc, cultivez votre esprit, lisez les grands auteurs, découvrez votre patrimoine, enrichissez votre langue, aiguisez votre curiosité comme une épée. Parce que tout cela sont autant de façons de devenir une personne, un individu plus libre, plus solide, avec une colonne vertébrale, et donc plus capable de contribuer au monde qui l'entoure. Et c'est ce que je vous souhaite. Faire ce que l'on doit, travailler à devenir meilleur, et accepter ensuite ce qui ne dépend plus de nous. Parce que chaque livre que vous lisez approfondit votre pensée. Chaque mot que vous apprenez affine votre raisonnement. Chaque lieu que vous visitez élève votre regard, façonne votre caractère, et chaque page d'histoire du droit vous aide à comprendre davantage le monde dans lequel vous exercerez demain, chers amis, chers juristes. Bon courage, bon travail, votre serviteur Lorraine Dern.